Bonjour et bienvenue sur TV 78 pour ce premier Club de la Presse 2021 avec mes confrères des médias locaux. Nous vous souhaitons bien évidemment une excellente année. Participe aujourd'hui justement à cette émission Alexandre Marquet, journaliste 78actu.fr et toutes les nouvelles. Bonjour Alexandre. Bonjour. Nicolas Kirillovitz, journaliste pour Radio Sensation 98.4. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour également à Nouradine Agne, journaliste à Radio Marmite 88.4 depuis Trappes. Bonjour Nouradine. Bonjour Wilfried, bonjour à toutes et tous. Et puis vous l'avez aperçu aussi, nous avons un invité que je vous présenterai dans un instant. Tout d'abord, voici les titres. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle série de mesures pour freiner la hausse de l'épidémie. Couvre-feu avancé, protocole sanitaire une nouvelle fois renforcé dans les écoles. Quels seront les grands dossiers à suivre en 2021 ? Reprise économique, nouvelles élections dans les régions et les départements, mais aussi premiers préparatifs pour 2024 et les Jeux Olympiques. Et puis, le nom de l'Yvelinois de l'année vient d'être dévoilé. Ce sont les lecteurs de 78actu.fr et de toutes les nouvelles qui l'ont désigné. Jonas Delalande, il est agriculteur à Magny-les-Hameaux, invité de cette édition. Pour débuter ce Club de la Presse, nous avons donc un invité, Jonas Delalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Magny-les-Hameaux. Ce sont les lecteurs de toutes les nouvelles et de 78actu.fr qui ont pris part au vote pour vous désigner Yvelinois de l'année 2020. Alexandre Marquet, tout d'abord, un mot sur ce concours qui a été organisé par votre publication. Comment ça s'est déroulé ? Quels étaient un peu les candidats ? En fait, chaque année depuis 2015, donc le journal Toutes les Nouvelles, les Courriers des Yvelines et notre site internet 78actu, on propose aux internautes d'élire l'Yvelinois de l'année. Les lecteurs et les internautes, ils avaient jusqu'au 6 janvier pour voter parmi 20 candidats qui représentent la générosité, la solidarité, le travail, l'altruisme. Et donc, parmi ces 20 candidats, il y avait donc Jonas Delalande qui l'a remporté. Donc, un jeune agriculteur, donc, on va en parler tout à l'heure, de Magny-les-Hameaux. Il l'a remporté donc, avec 18,59% des voix. Et devant un boulanger de Maison Lafitte, Steve Simoneau, qui avait aidé des soignants, qui leur avait offert des croissants. Et puis devant Daye Diakité, qui est le président d'une association de solidarité, Mali-les-Mounou, qui se trouve à Plaisir. Il y a des profils très différents chaque année qui sont lauréats. Hein. Oui, depuis 2015, on a eu des profils très différents. Et souvent, c'est ce que je disais à Jonas quand je l'avais interviewé, souvent des Saint-Quentinois. Le premier à l'avoir remporté, ça a été Moustapha Larbaoui, donc ancien président du club de foot de Trappes, pour toutes les actions de solidarité ou de civisme ou de citoyenneté qu'il a menées au sein de son association ou au sein de Pharma Citoyen. On a eu Christian Couturier aussi, un chirurgien de l'hôpital de Trappes qui avait créé SOS Main. Et puis l'an dernier, un autre profil très différent, Giulio Scaramozzino, c'est dur à dire, un champion de la pizza acrobatique, vous voyez, rien à voir, quoi, des profils très très différents. Oui, et qu'on voit d'ailleurs sur quelques images d'illustration qui passent en même temps, le maestro de la pizza. Profil très différent, et cette année donc c'est Jonas Delalande, peut-être quelques mots avec lui justement. Déjà, première question, satisfait en tant que lauréat, félicitations, vous êtes heureux de cette distinction ? Oui, merci beaucoup. C'est une vraie surprise. Je suis très très content et c'est surtout très motivant pour tous les projets qu'on lance et tous les projets que l'on a. Donc c'est surtout très motivant d'avoir une telle reconnaissance. Alexandre, je vous passe la main. Oui, Jonas, est-ce que vous pouvez... Donc vous avez repris la ferme familiale à Magny-les-Hameaux il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours, comment en être arrivé là, parce que vous êtes assez jeune, 31 ans. Comment on devient agriculteur à 29 ans ? Ah bah là, c'est surtout une belle histoire de famille. Je suis la 5e génération de la famille à reprendre la ferme. Donc, de mon arrière-arrière-grand-père jusqu'à moi l'année dernière. Et c'est une transmission qui se fait de génération en génération, avec toujours une volonté de rester localisé sur Magny-les-Hameaux et d'entretenir le patrimoine local sur lequel on est très attaché. Et c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, hein, c'est ce que vous m'aviez expliqué.
Exactement, ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours été sur les tracteurs avec mon père. Je me voyais pas faire autre chose. Avant de reprendre la ferme, j'ai quand même voulu travailler dans d'autres entreprises pour connaître un petit peu autre chose. C'est vrai qu'après, dès qu'on est installé sur une exploitation, on peut plus vraiment bouger. Donc c'était l'occasion de voir ailleurs. Et donc j'ai pu travailler à droite à gauche et puis m'installer l'année dernière suite au départ en retraite de mon père. Peut-être un mot des deux autres journalistes qui sont avec nous aussi, Nicolas, Nouradine. Vous y voyez quoi dans cette victoire de Jonas? Un retour aussi aux valeurs de la terre, un agriculteur qui l'emporte en 2020 sur une période de situation sanitaire compliquée où on recherche aussi des circuits courts pour s'alimenter, des choses comme ça? Ah, Nouradine, je crois Oui. que le son est coupé, mais du coup, Nouradine, on n'entend plus. je vais peut-être enchaîner. Oui, c'est vrai que vous le disiez, Wilfried, c'est une belle reconnaissance pour le monde agricole. On sait que c'est pas toujours facile pour eux, et ce depuis de nombreuses années. Ils n'ont pas toujours une image positive auprès de tout le monde, et on voit avec cette crise que, on le savait déjà, mais ils sont essentiels. Et que ce retour à la terre dont vous parliez, c'est important. Les gens ont cette envie et ça passe forcément par nos agriculteurs locaux. Donc c'est une récompense juste et logique, et j'espère que cette image qui s'améliore de leur travail et de leur personne va continuer à s'améliorer. Nouradine? Oui, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est vrai qu'après le premier confinement, on avait quand même senti que globalement dans le pays, il y avait une grande reconnaissance à l'égard des agriculteurs. Après, bon, une longue période d'agribashing, comme on l'appelle, même si il me semble que ce ne sont pas forcément les agriculteurs comme Jonas qui sont visés quand il y a des critiques. C'est plus, à mon avis, l'agriculture de masse industrielle qui fait peur aux Français et aux Françaises. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie envie de retourner vers les acteurs de proximité. Voilà, ça, c'est ce qu'on a ressenti, en tout cas, sur le terrain. Alors vous avez ouvert une boutique, garde-manger, on en a vu quelques images. On avait eu l'occasion aussi pour TV78 de venir vous voir. Il y a eu un labyrinthe de maïs aussi pour une partie plus ludique cette fois-ci. Quels sont vos différents projets ? C'est surtout de réitérer le labyrinthe de maïs l'année prochaine, ça prend beaucoup de temps, et puis capitaliser suite à l'ouverture avec succès du magasin, continuer sur cette lancée et continuer toujours à avoir des nouveaux produits, des produits frais, en direct des producteurs, c'est ce qui nous tient à cœur, et au local au maximum. Est-ce que, concernant la crise sanitaire, économique aussi actuelle, vous avez des inquiétudes particulières en ce qui vous concerne pour votre exploitation ? Non, pas vraiment lié au contexte actuel. De toute façon, on aura toujours besoin de manger. Ça, c'est quelque chose dont on ne pourra pas se passer. On a la chance d'être bien situé. On produit des produits de qualité. Donc là-dessus, je suis pas inquiet. C'est plus la météo. Enfin, c'est nos problématiques agricoles, mais qui reviennent tous les ans. C'est plus ça qui nous perturbe. C'est voilà, l'année dernière, on a eu une très mauvaise année. Cette année, ça se présente bien, mais on peut encore tout perdre au printemps si la météo n'est pas bonne. Donc c'est ça qui est le plus frustrant. Alexandre le disait tout à l'heure, vous êtes un jeune agriculteur. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que de plus en plus, comme vous, des plus jeunes s'intéressent à ces professions-là, ont envie de s'impliquer, de devenir eux aussi agriculteurs ? Oui, j'ai été assez surpris. Donc, pour s'installer en agriculture, il faut faire un parcours, et notamment une réunion à la Chambre d'agriculture qui nous explique comment s'installer. Et je pensais pour toutes les Yvelines qu'on serait que 2 ou 3. Et en fait, on était plus de 40 personnes dans la pièce. Et c'était beaucoup des personnes, des urbains qui avaient envie de changer de vie, de se lancer dans l'agriculture. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie demande. Après, c'est pas facile comme métier. Certains idéalisent un petit peu le métier, mais c'est chouette qu'il y ait une volonté comme ça de se lancer dans l'agriculture. Et votre quotidien, alors vous dites ils idéalisent un petit peu certains le métier. Quel est le quotidien d'un agriculteur ? Votre quotidien, c'est quoi ? Lever très très tôt, coucher très très tard et pas de vacances ? Non, c'est lever tôt, coucher tôt, souvent les agriculteurs. On se lève tôt parce que moi j'ai les premiers camions qui arrivent le matin à 6h, 6h30 pour le magasin. Donc c'est les producteurs qui nous livrent eux très tôt aussi, parce qu'après ils ont une journée dans les champs à faire. Et après, surtout, c'est ma femme qui s'occupe du magasin. Et après, je m'occupe moi plus de l'exploitation. Et ça dépend de la saison. Effectivement, pendant les périodes de moisson ou de semis qui sont des grosses saisons, là, on va travailler jusqu'à assez tard. Mais voilà, c'est quelques mois dans l'année. Le problème dans l'agriculture, là où on idéalise, c'est surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour un revenu auquel on n'a aucune idée en permanence, quoi. C'est vraiment l'inconnu. C'est ça le plus dur. Jonas Delalande, Yvelinois de l'année pour 78actu.fr, toutes les nouvelles, qui est notre invité pour ce club de la presse. Alexandre, si vous souhaitez poser une dernière question, peut-être encore un mot sur ce concours ou un mot à Jonas ?
Oui, ce qu'on peut dire, Jonas, c'est bien ça, c'est que le magasin, depuis qu'il a ouvert, il marche très très bien, à tel point que vous avez recruté des employés. Oui, on a pu créer du coup 2 emplois, 2 CDI et également prendre 2 apprentis avec nous. Donc ça nous soulage beaucoup et ça nous fait vraiment plaisir déjà de transmettre et de pouvoir créer des emplois. On est très contents. C'est vrai qu'en postant nos annonces, on a eu beaucoup de candidatures et c'est là où on s'est rendu compte que dans le contexte actuel, il y a quand même un souci avec beaucoup de gens qui postulaient. On s'y attendait pas. Merci beaucoup, Jonas Delalande, d'avoir été avec nous pour le début de ce Club de la Presse, ce début du Club de la Presse 2021. Les autres journalistes, vous restez avec moi. Nous allons poursuivre cette émission et faire un point à présent sur les dernières mesures annoncées le 14 janvier par Jean Castex. Et Grégory Canalé nous a rejoint pour la suite de ce Club de la Presse. Bonjour Grégory, rédacteur en chef adjoint de TV78. Le gouvernement a donc fait le choix d'un couvre-feu avancé à 18h, pas de confinement généralisé comme au printemps dernier, en tout cas pour l'instant. Cela suffira-t-il à freiner l'épidémie? Une chose est certaine, il va falloir s'adapter une nouvelle fois. Nous retrouvons dans un commerce yvelinois Célia Gatsongo pour la rédaction de TV78. Bonjour Célia. Oui, exactement. Pas d'exception pour les commerces, Wilfried, qui devront fermer leurs portes à 18h. Alors, je me trouve dans la boutique Armand Thierry, située à Montigny-le-Bretonneux, avec Jasmine Joseph. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la boutique. Alors, première question, est-ce que vous comprenez la décision gouvernementale? Oui, on comprend. 18h, on préfère ça à un confinement, pardon. Comment vous allez vous organiser Alors là, on a une réunion cet après-midi avec notre siège, nos supérieurs, pour voir un petit peu comment ça se passe, si on doit mettre des personnes en chômage partiel ou si on va juste réduire nos heures tout simplement. Justement, est-ce que les horaires seront adaptés, seront changés, peut-être travailler plus le midi ou le matin? Comment ça va se passer? Alors là, le couvre-feu à 20h, nous, le centre commercial, on n'avait pas changé nos horaires, donc c'était toujours 9h30, 20h. Là, c'est vrai qu'on perd 2 heures. Je ne sais pas encore, on va voir aussi également avec le centre si on va ouvrir peut-être un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est utile d'ouvrir plus tôt? Est-ce que les clients vont être au rendez-vous? Ça, on ne sait pas encore. Le couvre-feu, c'est quand même peut-être mieux qu'un reconfinement. Est-ce que vous avez peur d'un reconfinement? Ah oui, on a peur d'un reconfinement. Je pense que pour l'esprit des gens, la situation, c'est assez compliqué un confinement. Donc oui, on a peur de ça. Vous le voyez, les commerçants sont inquiets, mais finalement comprennent la décision gouvernementale. Je le rappelle, il y aura bien un couvre-feu à 18h généralisé à partir de samedi. Merci Célia, merci également à la commerçante qui répondait à vos questions. Donc commerce situé à Montigny-le-Bretonneux. Et puis je précise pour ceux qui nous suivent également en ce moment que cette émission est réalisée vendredi matin, juste au lendemain des annonces qui ont été faites par le gouvernement le 14, donc au soir. Voilà pourquoi encore les commerçants sont en train de voir comment ils vont devoir s'adapter. C'est l'une des conséquences de ce couvre-feu avancé. Et puis il y a d'autres changements attendus aussi. C'est la fin du sport au sein des clubs aussi. Il n'y aura plus d'entraînement. Les gymnases vont refermer. Certaines associations venaient tout juste de reprendre. Grégory, je me tourne vers vous. Venaient tout juste de reprendre, essayer de s'adapter par rapport aux horaires. Là, un couvre-feu à 18h, ça va être très difficile de pouvoir tenir des entraînements le soir. Au niveau des gymnases, ça a été annoncé aussi au niveau des enfants, activités scolaires, extrascolaires qui vont être de nouveau interdites à l'intérieur. Après, les clubs amateurs qu'on a pu rencontrer, on sait que depuis le mois de décembre, notamment pour des sports comme le rugby ou le football, les amateurs ont pu reprendre dans une pratique encadrée, sans contact. Par exemple, au rugby, il n'y a pas le droit au plaquage, mais on peut faire des passes. Au football, pas d'opposition, mais on peut faire des exercices de passes, des exercices également de tir. Les clubs se sont adaptés et dès les annonces même de décembre, avec un couvre-feu qui était déjà en place à partir de 20h, ont su s'adapter et ont décalé pour certains clubs les entraînements au week-end, en journée, pour pouvoir quand même tout de même avoir une certaine pratique, puisqu'on parle beaucoup de pratiques sportives et d'entretien physique. Le sport, au sein d'un club, il y a aussi une vocation sociale. Beaucoup nous ont dit au cours des nombreux reportages que leur club de foot, leur club de rugby était une deuxième famille et que ça pouvait manquer quand il n'y avait pas d'entraînement. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de contact et c'est tout réduit au strict minimum. Forcément, ça a une incidence aussi. Pour les autres journalistes qui sont avec nous, pour ce club de la presse, comment vous avez ressenti, quelle analyse vous faites des différentes annonces qui ont eu lieu le 14 janvier par le gouvernement? Puisque moi ça va être le thème de mon sujet ensuite, il est vrai que bon, il y a pas eu de surprise, ça avait été
annoncé dans la presse en amont. Ça semble être concret. Donc pas de surprise. Et ce bricolage, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile parfois à comprendre. On voit que le gouvernement est perdu et bon, ça semble normal parce que les chiffres évoluent tellement avec ces variants dont il a été beaucoup question hier, sud-africains, britanniques. Et ça pose des questions pour la suite parce que bon, on peut pas avancer quelque chose qui n'est pas encore acté, mais il semble quand même assez évident que ces mesures-là vont durer combien de temps? Est-ce qu'on va pas aller vers un nouveau confinement? Je pense qu'il vaut mieux se préparer à ça, quitte à être agréablement surpris. Mais voilà, c'est du bricolage, c'est difficile à suivre chacune des nouvelles. Nous, on est journalistes, on est dans la presse, donc on s'informe, c'est notre métier. Mais des gens qui, je sais pas, suivent l'actualité 5 ou 10 minutes par jour peuvent être totalement perdus aujourd'hui. Et ça risque de durer, encore une fois. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, on parlait du sport, on rouvre le sport, on permet le sport, ça dure très peu de temps finalement à la sortie des vacances, même pour les plus jeunes aussi, on leur redit que c'est impossible. On pense aussi aux lycéens, aux étudiants. Alors les étudiants ont eu un peu plus d'informations sur un début de recours en présentiel aussi. Oui, voilà, est-ce que ça va pouvoir se maintenir ou pas? Pour les premières années, oui, tout à fait. Voilà, les choses sont un peu compliquées. Et puis, malgré tout, si on peut parler de la communication qui est faite tout de même autour, il y a toujours un peu de maladresse. Je voudrais juste reprendre cette déclaration du patron de La République En Marche, Stanislas Guerini, juste avant l'annonce de ce couvre-feu sur 18h. L'intérêt, c'est de contrer l'effet apéro. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure communication possible que d'expliquer aux gens couvre-feu à 18h, comme ça vous n'irez pas prendre l'apéro. Je pense que depuis un an, les gens ont bien compris que c'était un petit peu compliqué, tout de même. Mais de la même manière que l'appellation commerce non essentiel qui a stigmatisé. Les familles au quotidien vont devoir courir pour revenir du travail, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller chercher les enfants à la crèche et éventuellement faire les courses. Donc au quotidien, ça va être une course. Et s'ils n'ont pas le temps de faire les courses, ils devront tous aller le faire. Tout va se reporter vers le week-end et vers le samedi, où là, on risque d'avoir énormément de monde. Donc ça paraît compliqué encore. Et est-ce que ça sera suffisant? Comme disait Nicolas, on peut en douter, sachant qu'il y a la menace des deux variants, là, britanniques et sud-africains. On se dirige quand même peut-être vers un troisième reconfinement à terme. Nouradine, sur la communication surtout qui est faite. Avec le non-respect... surtout avec le non-respect, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, forcément, s'il y a moins de temps pour aller faire ses courses, par exemple, qui tout ferme à 18h et qu'il y a une concentration, la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que on va pas créer d'autres clusters? Est-ce que c'est pas plus compliqué à faire? Avait été évoqué par le Premier ministre le fait d'ouvrir le dimanche pour qu'il y ait plus de créneaux pour que les gens puissent aller faire leurs courses, en sachant que dans certaines enseignes, faut dire la vérité aussi, il y en a qui respectent pas les jauges. Moi, même personnellement, en allant faire les courses parfois, rarement j'ai quelqu'un qui compte le nombre de personnes qu'il y a. On l'a fait une seule fois où on distribuait des jetons dans un magasin, mais sinon, assez rarement, on peut avoir beaucoup de personnes dans les grandes surfaces. Et puis aussi, c'est terrible pour les gamins là qui faisaient du sport, qui avaient repris, quand on sait l'importance aussi sociale de ces activités. Là, ils vont être obligés de rester à la maison, et on en est venu même pour les plus grands, à faire des cours de taekwondo. J'ai reçu le président de l'école de taekwondo Trappes qui disait qu'il faisait des cours de taekwondo par visioconférence. C'est-à-dire que c'est complètement ils n'ont pas le choix, ils essayent quand même de garder un lien, mais vous vous rendez bien compte que faire du sport par visioconférence, ça peut être sympa 5 minutes, mais sur le long terme, c'est vraiment embêtant, sans parler des problèmes des cantines, etc., etc. Mais la communication, c'est certainement la chose la plus mal maîtrisée du gouvernement, et qui fait, c'est pas facile, ça je le concède, mais avec une mauvaise communication, malheureusement, on va nourrir des incompréhensions, de la rancœur, et on va nourrir certaines thèses, notamment autour du vaccin ou d'autres choses encore. Oui, terme de communication, là je reviens sur ce terme de contrer l'effet apéro, et c'est une des justifications pour mettre un couvre-feu à 18h, sachant que pendant la période des vacances, on a pu voir aussi une rave party qui a duré 3 jours, et le gouvernement qui n'arrivait pas à mettre fin à cette situation et qui a laissé la fête se dérouler pendant 3 jours. Donc voilà, en termes de communication, c'est un peu compliqué aussi, et bien évidemment, Nouradine le disait, c'est difficile à gérer au quotidien, forcément, pour un gouvernement, et on le voit dans les autres pays, il y a aussi des adaptations qui sont faites en temps réel. Voilà, malgré
tout, il faudra suivre cette situation. On verra si le confinement total revient ou pas. Et puis, d'autres sujets à suivre, ce sera l'impact aussi psychologique, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai ras-le-bol qui s'installe pour tout le monde, une vraie difficulté, quelle que soit la profession, quel que soit l'âge. On parle souvent des plus jeunes. On pourrait aussi penser aux personnes plus âgées qui ont aussi, eux, des clubs, des associations dans lesquels ils se retrouvent et ils ne se retrouvent plus. Donc, ils n'ont plus de lien. Et là aussi, tout cet aspect social est compliqué. Voilà, pour ce qu'on pouvait dire sur les premières réactions suite aux annonces qui ont eu lieu, je vous le redis, hier, le 14 par Jean Castex, puisque nous faisons cette émission le 15 janvier. Nous poursuivons ce club de la presse, nouvelle rubrique. À présent, nous allons voir les dossiers à suivre en 2021. Dans le reste de l'actualité, rubrique consacrée aujourd'hui aux grands sujets à suivre en 2021 dans le département. Chaque média va à présent nous livrer le sujet qui mérite, selon lui, d'être suivi. Nicolas Kirillovitz pour Radio Sensation va débuter avec vous. Pour vous, ce sont les premiers signes de reprise économique qu'il va falloir guetter. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Tout d'abord, regardez ce reportage de la rédaction de TV78 qui fait le point sur la situation actuelle des entreprises dans les Yvelines. Cette société de location de matériel audiovisuel dédiée à l'événementiel a vu son activité arrêtée dès le premier confinement. Tout le matériel dort sur les étagères puisqu'il n'y a plus de réunions possibles. Sur 10 appels faits, il y avait 10 devis faits et pratiquement 8 affaires conclues. Et tout s'est arrêté net à partir du 14 mars. Plus aucune affaire, plus aucun dossier. Un plan social a donc dû être mis en place. Sur 47 salariés, 20 postes ont été supprimés, ainsi qu'une antenne à Toulouse. Leur chiffre d'affaires a été divisé par 2. En 2019, ils avaient réalisé 12 millions d'euros, seulement 7 millions en 2020. Pour continuer une certaine activité, les salariés ont créé un studio de 180 mètres carrés avec un mur de LED dans leur partie dépôt pour pouvoir le proposer à la location. Ici, vous avez un grand écran LED qui permet de faire de la communication des entreprises, leur communication interne. Vous avez derrière le plateau caméra et nous envoyons tout ça sur Internet par le biais du streaming avec une plateforme digitale. Ce sont des nodales. Les salariés, par le biais de cette plateforme, vont récupérer les flux de visioconférence par exemple. Et ça, c'est la solution qu'on a trouvée pour pallier à la crise, parce que ça marche plutôt bien et on a d'excellents retours de nos clients. Mais cela ne suffira pas pour payer toutes les charges. La société a donc fait appel au CIP, le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. On est en rendez-vous avec 3 professionnels, dont un ancien juge du tribunal de commerce de Versailles. On leur a exposé notre situation. Ils nous ont donné des conseils qu'on a appliqués. Ces entretiens ont lieu 2 jeudis par mois. En général, 50 entretiens ont été réalisés en une année. En 2020, il y en a eu plus de 80. En 2021, je suis persuadé qu'il va y avoir un boom là, d'entreprises en difficulté. Oui. Donc quand ils vont commencer à faire leur premier bilan et leur première prévision de trésorerie, que ça va tomber dans le rouge, forcément ils vont venir nous voir. La CIP prévoit déjà d'instaurer des rendez-vous supplémentaires en 2021 pour gérer l'afflux des entreprises en difficulté. La situation est donc aujourd'hui trompeuse. Les entreprises se maintiennent grâce aux aides de l'État, de la région, du département, mais cette reprise de l'économie risque d'être du coup un petit peu difficile, Nicolas, et il faudra y accorder une attention particulière. Et oui, ça va être, je pense, le sujet majeur de 2021. Alors, on a cru un moment que la reprise économique, c'était après le premier confinement. En mai-juin 2020, on a pensé à la rentrée, à cette fin d'année. Bon, on l'espère avec la vaccination, que ça soit avant l'été ou après l'été ou en fin d'année 2021. On l'espère en tout cas pour cette année et ça va être intéressant à suivre de voir vraiment les effets de cette crise puisque on l'a vu dans le reportage et vous le disiez à l'instant, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vivent sous perfusion des aides de l'État quand ces aides vont s'arrêter parce qu'elles vont s'arrêter à un moment le plus tard possible, certains l'espèrent. On va voir vraiment qui va résister à cette crise, petite entreprise, grande entreprise. Et puis le département des Yvelines est assez intéressant à cet égard parce qu'il y a des grands pôles tertiaires et puis aussi des zones rurales. Donc c'est un département hybride, voir comment chacune des zones va s'en sortir. Il y a le secteur de l'aéronautique, de l'automobile qui est ultra présent sur le département des Yvelines. On sait que c'est des secteurs qui sont énormément impactés par la crise actuelle. On a vu le plan de Renault qui a été dévoilé cette semaine. Il y a le rapprochement entre PSA et Fiat. Ça, c'est pour les grands groupes, mais les petites structures aussi, elles, comment vont-elles s'en sortir dans les zones rurales, les restaurateurs, les salles de sport? C'est vraiment les Yvelines, je pense, un petit laboratoire de la France pour voir quels vont être les vrais impacts de cette crise parce que
parce que on parle aujourd'hui déjà de cette crise économique, mais je pense qu'on ne peut pas mesurer réellement quels seront ses effets depuis le début. On doit bien comprendre qu'on est dans la découverte presque quotidienne, et la réalité de janvier 2021 ne sera sûrement pas celle de septembre 2021 quand l'économie pourrait redémarrer. Donc on va suivre ça au jour le jour, un peu dans l'expectative à chaque fois, et on espère que cette crise pour beaucoup d'entre nous ne sera pas trop importante. Elle serait grave, c'est sûr, elle aura des conséquences forcément négatives. On espère que toutes ces conséquences seront limitées tout de même. Et puis il y a eu des prêts qui ont été accordés aux entreprises. Des prêts, même s'ils sont des prêts à taux zéro, ça reste des prêts. Donc il faudra que les entreprises les remboursent, forcément. C'est ça. On voit l'État qui est très présent. Encore jeudi 14 février, Bruno Le Maire qui a continué à soutenir les entreprises avec ces aides qui deviennent de plus en plus importantes. Le prêt garanti par l'État qui va pouvoir être remboursé au bout de 2 ans au lieu d'1 an. Donc on voit que l'État est là. Mais l'État sera pas toujours là. Il y a un moment où on va revenir entre guillemets à la normale, et je pense que ça risque d'être difficile pour beaucoup d'entreprises. Il va falloir surveiller ça. Il y a eu plusieurs déjà débuts de plans sociaux, en tout cas restructuration d'entreprises. Alexandre, avec 7-8 Actu, les nouvelles, vous avez eu l'occasion de suivre quelques entreprises déjà où la situation est compliquée, où ils ont dû faire un peu de plans sociaux, restructurer les entreprises. Oui, notamment dans l'aéronautique. Et tous les sous-traitants d'Airbus, de Thales, qui vont payer probablement les pots cassés, comme Permaswatch, comme une entreprise à Elancourt, je ne me souviens plus le nom, Sphéria. Voilà, Sphéria à la Quai Saint-Pierre. Oui, c'est des domaines qui vont être particulièrement touchés par cette crise actuelle. Et ce sera donc un des sujets à suivre en 2021. Autre sujet à suivre en 2021, pour poursuivre ce club de la presse, la tenue de nouvelles élections. On revient encore et toujours à la politique régionale, départementale, Grégory, en tout cas en théorie. Les scrutins qui ont été prévus en mars ont déjà été repoussés en juin 2021. Seulement, si la situation sanitaire ne s'améliore pas, eh bien, on pourrait imaginer que le scrutin soit encore reporté, mais pas forcément en 2022, parce que 2022, il y a aussi la présidentielle et les législatives. Donc on partirait sur encore une année supplémentaire. Il y aura un point d'étape, en tout cas, qui est prévu. C'est la clause de revoyure, comme à chaque fois maintenant. Ce sera le 1er avril. Alors déjà que c'est difficile pour ces deux scrutins, les régionales et les départementales, de faire le plein. En général, ça intéresse assez peu le public. C'est encore plus difficile si la campagne ne peut pas se tenir, parce que si on s'achemine peut-être vers un reconfinement vers mars, forcément faire campagne pour le mois de juin, ça va être compliqué. Peut-être un mot sur les différentes formations politiques, pour parler des régionales. Tout d'abord, un focus sur les régionales. Valérie Pécresse, présidente sortante, sera forcément, elle, à nouveau candidate. Et puis en face, Audrey Pulvar, peut-être aussi le ministre de l'Éducation actuel, Jean-Michel Blanquer. Et puis il y a la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain. Voilà, il y a plutôt un casting 4 étoiles pour ce scrutin-là. Valérie Pécresse part peut-être avec une longueur d'avance, parce que la crise, malgré tout, lui a permis de s'affirmer et de se montrer dans les médias. Elle a été assez présente, elle a réaffirmé le poids de la région aussi. Je me tourne vers vous, Grégory, parce qu'on en a souvent parlé dans le journal aussi. On en a souvent parlé, et ce scrutin des régionales, elle peut le voir aussi, Valérie Pécresse, comme un éventuel tremplin, parce qu'il se murmure qu'elle pourrait être une candidate de la droite et du centre aux prochaines élections présidentielles. Après, est-ce qu'il va y avoir alternance ou pas? On sait que sous la précédente mandature, celle de Jean-Paul Huchon PS, il était resté pendant 17 ans à la tête de la région Île-de-France. Là, Valérie Pécresse se représente comme tête de liste, donc on peut imaginer assez mal qu'il y ait une alternance pour ce scrutin, d'autant que vous le précisiez, Wilfried, c'est un scrutin aussi qui mobilise assez peu. Alors peut-être que ce sera l'un des enjeux de ces prochaines élections, avec des régionales qui en 2015 avaient mobilisé moins d'un électeur sur 2 au premier tour et un tout petit peu plus d'un électeur sur 2 au deuxième tour. Si on regarde les intentions de vote, en tout cas les derniers sondages qui datent de la fin de l'année 2020, la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, présidente sortante, qui obtenait 32% des intentions de vote, devant Audrey Pulvar 17% et Jean-Michel Blanquer, s'il confirme sa candidature, bien sûr 15%. L'enjeu pour la gauche sera de s'unir. Forcément, il y aura encore cette thématique-là. Et puis Grégory, vous avez mentionné ce rebond, ce tremplin possible pour Valérie Pécresse pour ensuite devenir présidente, pourquoi pas candidate à la présidentielle. Gérard Larcher, en tout cas, lui, pourrait lui apporter son soutien, il nous l'a déjà dit. Et puis, pour l'instant, pour la campagne, il est à fond sur les régionales derrière Valérie Pécresse. Il est président de son comité de soutien, on va l'écouter. Dégager avec elle, autour d'elle, c'est le rôle d'un président de comité de soutien,
j'allais dire, quelques éléments du projet qui doivent être des projets partagés. Nous ne devons pas oublier que l'Île-de-France, c'est aussi un département comme la Seine-Saint-Denis, avec d'immenses difficultés. Eh bien, les réponses que nous devons apporter, elles doivent s'adapter à chacun des territoires, mais elles doivent être une marque commune, celle de notre région, celle de ses responsabilités, avec notamment la dimension économique. Et derrière la crise économique, la région sera un acteur majeur. Et si le plan de relance réussit, il ne réussira qu'à une condition, qu'il soit déconcentré au niveau de la région, au niveau des départements et au niveau des communes. Allez, là encore, la région Île-de-France sera particulièrement intéressante dans le cadre de ces régionales, puisqu'on l'a vu, que ce soit les ténors au niveau national, que ce soit Gérard Larcher, que ce soit encore même le gouvernement, si Jean-Michel Blanquer se présente, vont tous s'impliquer dans cette campagne. Et puis il y a un autre scrutin. Alors là, ce sont les départementales, peut-être moins d'enjeux. Je me tourne vers les autres journalistes du département aussi. Scrutin assez peu ouvert. On s'avance assez peu en disant ça. Vu que je vais prendre la parole, c'est vrai que bon, en 2015, si c'était bien la dernière année des élections départementales, bon, bah, la droite avait tout raflé. On pouvait le présupposer. On pensait quand même que la gauche allait garder au moins un canton ou deux. Là, c'est vrai qu'il y a quand même peu de chances que les choses évoluent dans un autre sens, puisque LREM n'est pas si implanté que cela dans le département, qui profite pas de l'actualité. La gauche est désunie. Bon, les Yvelines, ça a toujours été compliqué pour la gauche. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer un canton, s'ils arrivent à s'allier ou pas? Peut-être, mais c'est vrai que les choses vont pas changer d'un point de vue fondamental. Le département des Yvelines, personne ne prend de risque en disant qu'il restera à droite et bien ancré à droite à la fin du scrutin de juin s'il se maintient. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une élection qui mobilise encore moins les électeurs que les élections régionales, parce que pour les gens, ça apparaît encore moins concret, et du coup, ça favorise souvent les sortants. On rappelle aussi qu'il y avait pendant de nombreuses années cette question de fusionner ces deux assemblées, les régions, les départements, pour justement faire un peu plus de clarté dans ce millefeuille, comme on l'appelle à chaque fois, des institutions. Ça n'a pas été le cas, donc voilà, on verra s'il y a le scrutin ou pas en juin. Grégory ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, si on prend des précédents curseurs, celui notamment des élections municipales qui se sont déroulées l'année dernière, on pouvait s'attendre peut-être à de l'alternance, à une plus grande implantation. Nicolas parlait de la République En Marche au niveau local. Finalement, on a vu qu'une grande majorité de maires, et on sait que ce département des Yvelines est majoritairement ancré à droite, une grande majorité de maires a été confirmée lors de ce scrutin. Donc on peut s'attendre qu'au départemental, on soit sur un même cas de figure. Puis, au sein de l'Assemblée départementale, donc Pierre Bédier, qui devrait se représenter, devrait rester majoritaire. Seule opposition et quelques voix dissonantes qui se font entendre sont au sein même de la majorité de droite. J'ai en tête notamment, c'est peut-être un peu l'enjeu, voir un peu comment les choses se passeront, mais Yves Vandeval, qui est le président du parc naturel régional sur la vallée de Chevreuse, qui est le plus grand opposant à Pierre Bédier au sein de l'institution, et pourtant ils sont de la même famille politique. Restons sur les élections et les élections municipales que vous avez mentionnées. On pensait en avoir fini avec les élections municipales, Nouradine, ce ne sera pas forcément le cas du côté de Trappes. Pourquoi cela ? Oui, effectivement, vous en avez parlé sur vos antennes également, Wilfried. La Commission nationale des comptes de campagne qui a rejeté donc les comptes de campagne d'Ali Rabet au mois de décembre dernier, mise en cause donc l'utilisation de l'association Cœur de Trappes à des fins électorales. Ça, c'est on reproche notamment au candidat Rabet de s'être un petit peu trop montré et d'avoir trop utilisé son association dans l'entre-deux tours, notamment pour des actions de solidarité. L'entre-deux tours qui a duré plusieurs mois, on peut le préciser. Je coupe Nouradine, mais l'entre-deux tours qui a duré aussi plusieurs mois, ce qui explique aussi cette situation un peu compliquée. Et c'est ce que fait valoir Ali Rabet aussi, qui dit qu'il n'allait pas se mettre en retrait pendant un entre-deux tours qui a duré plusieurs mois avec la crise sanitaire. Oui, effectivement, merci pour cette précision, Wilfried. Après, ce qui lui est reproché, c'est pas seulement d'avoir fait des actions de solidarité, mais c'est d'avoir profité de ces actions de solidarité pour se mettre en avant et pour justement faire campagne en même temps que la solidarité. Voilà, ça c'est le reproche qui lui est fait principalement. Les conséquences pourraient être très importantes pour les trappistes notamment. Alors la première et la moindre, c'est le non-remboursement des frais engagés par le candidat. Bon, ça, ce serait embêtant, mais bon, c'est plus un problème financier.
Le deuxième, c'est l'annulation des élections. Donc, il faudrait refaire des élections. Quand on voit le contexte dans lequel déjà s'est passé le premier tour, le deuxième tour également, on se dit que s'il y a encore des élections à Trappes, ça risque de ne pas arranger la fracture qui s'est faite déjà avec ces élections. Et puis la troisième, ce serait l'inéligibilité d'Ali Rabet, donc pour Trappes. Et du coup, ça créerait ça crée, moi je trouve, une sorte d'instabilité au niveau de la gouvernance, alors qu'il y a des dossiers très importants à suivre à Trappes. Je pense notamment à l'enfouissement de la Nationale 10, dont les travaux devraient commencer là dans les jours à venir. Mais il y a encore beaucoup de choses, on est dans un contexte de Covid, et cette situation qui n'est pas réglée à Trappes montre qu'il y a encore des conséquences importantes de ce qu'on avait dit pendant cette campagne des municipales, avec une violence en termes de communication sur les réseaux sociaux, pendant cette élection. Et je pense que ça a laissé des marques, que ce n'est pas encore terminé. Et preuve en est ce recours qui a été initié par Othman Nasrou. Et puis, si nouveau scrutin il y a, quels seront les candidats aussi? On n'aura forcément pas un remake de ce qui s'est passé sur le 2020. Vous parliez de la situation d'Ali Rabet. Est-ce que Othman Nasrou, lui, se réimpliquerait en tant que tête de liste? Rien n'est moins sûr. On a bien vu qu'il avait pris un petit peu ses distances avec, en tout cas, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il n'est plus vice-président de cette agglomération. Il l'était sur la précédente mandature. Il s'est rapproché beaucoup plus et il s'est impliqué encore plus au sein de la région, au sein de la majorité de Valérie Pécresse. Il sera, on n'en doute pas, très impliqué pendant la campagne justement des régionales. Peut-être Mustapha Labaoui, avec qui il avait fait alliance, serait lui candidat. En tout cas, ce sont les... Et puis est-ce que Guy Malandin se représenterait Nouradine, allez-y, puis Alexandre après. Effectivement. Oui, Alexandre disait à l'instant que peut-être que Guy Malandin se représenterait, si j'ai bien entendu. Je pense que Guy Malandin serait plutôt en retrait si on devait refaire des élections, quoique, en politique, on ne sait jamais. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec vous, Wilfried. Je pense que Othman Nasrou, il est resté dans le conseil municipal de Trappes, même s'il a quitté l'agglomération. Et je pense que s'il y avait des élections, il repartirait quand même en tête de liste. Toujours avec le même duo, avec Mustapha Labaoui. Bon, là, on est en train de faire de la politique fiction, parce que le tribunal déjà que l'élection soit annulée. Donné son... Voilà. Là, on est en train de faire on nous supputons, comme dirait quelqu'un. Mais par contre, puisque vous disiez à l'instant que Othman Nasrou sera impliqué beaucoup dans les élections régionales, mais pourquoi pas également dans les élections présidentielles, puisque si Valérie Pécresse, qu'on dit en tout cas partante pour les élections présidentielles, même si elle n'est pas forcément la candidate des sondages, elle arrive derrière Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France. Voilà, elle a quand même une carte à jouer. La droite, il y a des primaires qui seront très ouvertes, si primaires il y a, bien sûr, sauf à aller chercher un Nicolas Sarkozy empêtré dans des affaires, comme on a entendu récemment, certains qui appellent de leur vœu le retour de Nicolas Sarkozy. En tout cas, peut-être que Othman Nasrou sera aussi amené à avoir des responsabilités dans la campagne des présidentielles de Valérie Pécresse. Donc à suivre, ça peut être une année passionnante au niveau politique. Oui, beaucoup de politique fiction. On est quand même aussi parti de la situation à Trappes et on a terminé sur Nicolas Sarkozy. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur le club de la presse qui se poursuit. Alexandre, vous vouliez intervenir, peut-être pour compléter, dire quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'après son échec au municipal, on imagine mal Guy Malandin revenir et se relancer dans une nouvelle campagne. Et donc, ça pourrait rebattre les cartes aussi. Ça ferait du coup, la gauche partirait moins divisée dans cette élection. Sur la situation à Trappes, juste pour terminer. Wilfried. Oui. Allez-y. Oui, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, juste en une petite phrase, beaucoup de commentateurs disaient aussi qu'après son échec au municipal, Guy Malandrin ne siégerait pas au conseil municipal, qu'il laisserait la place à ses suivants sur la liste. Ça n'a pas été le cas. Il est là et il est très présent. Donc, politique fiction à suivre. Et Ali Rabet, est-il confiant ou pas? Je propose juste pour conclure cette séquence de l'écouter. Lui, en tout cas, il imagine que tout cela reste de la politique fiction et qu'il n'y aura pas de nouvelles élections. Le verdict de décision à Trappes, il a été clair et net. Pour ceux qui connaissent comme moi un peu le droit électoral, gagner une élection avec 161 voix d'avance, il n'y a aucun tribunal qui n'annulera jamais cette élection. Et Othman même si vos comptes de campagne n'ont pas été validés au final? Pardon, ses proches me disent clairement qu'ils savent très bien que le recours est destiné et voué à l'échec. Mais il mène une forme de guérilla
pour détourner l'attention des trappistes des vrais sujets, c'est-à-dire les réformes que nous menons et qui me préoccupent, moi et mon équipe, au quotidien. Moi, je m'occupe des vrais problèmes et des difficultés que rencontrent les trappistes et je tente de trouver des solutions au quotidien pour défendre les locataires face aux bailleurs, pour faire en sorte qu'ici, les gens aient du chauffage, tout simplement, dans leurs appartements l'hiver. Ce n'est pas le cas partout. Pour faire en sorte que le projet d'enfouissement de la route nationale 10 aboutisse. Pour faire en sorte également qu'à l'école, les enfants aient les meilleures conditions de réussite. Voilà, moi, ce qui me préoccupe, pendant que les autres multiplient les recours aux tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas, les tribunaux vont nous donner raison dans les semaines qui viennent. Et nous verrons effectivement le verdict. Radine ? Oui, je disais, Wilfried, c'est un peu la méthode Coué de dire que les comptes de campagne sont quand même rejetés, mais qu'il n'y a aucune crainte. Bon, ça, c'est la justice qui décidera de cela. Mais vous voyez, hein, les termes qui sont utilisés, des termes très forts, hein, un peu exagérés quand on sait ce qu'est une guérilla. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ces élections municipales, il y a encore des traces et ça se sent dans le vocabulaire qui est utilisé de part et d'autre. Oui, de part et d'autre, tout à fait. Et puis, pour cette séquence qui est extraite d'un entretien politique mené il y a quelques jours avec Ali Rabeh, sur les minutes précédentes, Ali Rabeh faisait aussi le parallèle sur le duo Mustapha Al-Arbaoui, Othman Nasrou, comme étant les Donald Trump locaux, comparé à l'image de ce qui s'est passé au Capitole aussi. Donc, on voit bien qu'effectivement, on est sur une situation électrique. On va qualifier ça comme ça du côté de la ville de Trappes. Voilà. Allez, on va laisser retomber un petit peu tout ça et on va parler d'un sujet plus joyeux, peut-être. Les JO 2024, vont-ils se tenir en 2024 ? Ça, c'est une autre question. S'il y a encore un nouveau report du côté du Japon, ce prochain pays à accueillir en 2021, il y a déjà eu le report en 2020. Alexandre, pour vous, c'est le sujet à suivre. C'est en tout cas le début les préparatifs de 2024 pour Paris 2024. Et puis Yvelines, et puis Saint-Quentin en Yvelines et Versailles sont concernés. Oui, parce que les JO de Paris donc, sont en 2024, mais ça se prépare dès maintenant. Notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines qui va accueillir 4 sites olympiques. Donc il y a différents chantiers qui viennent d'être lancés ou qui vont être lancés dans les mois qui viennent pour être fin prêt en 2024 pour accueillir donc, les spectateurs du monde entier. C'est le cas notamment donc, de la gare de Montigny, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a entamé d'importants travaux de réaménagement qui vont durer pendant plus de 3 ans, avec notamment des travellators, des quais qui vont être allongés. C'est aussi le cas du coup aussi de la colline d'Élancourt qui accueillera les épreuves olympiques de VTT et du coup qui va nécessiter d'importants travaux aussi de réaménagement. Il y aura aussi des pistes cyclables qui vont être réalisées sur l'île de loisirs qui vont permettre de relier le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines du coup qui accueillera les épreuves de cyclisme et de BMX justement à la colline d'Élancourt. Donc ça va être un gros travail. Et puis, il va y avoir aussi, en termes de sécurité, la réalisation du nouveau commissariat d'agglomération d'Élancourt, qui est surnommé depuis très longtemps. C'est un peu un serpent de mer qu'on appelle le commissariat du futur, et qui doit être réalisé à Élancourt, dans la zone des 4 arbres. Donc ça va être un gros boulot aussi, puisqu'il va falloir transférer les cours de tennis, il va falloir voir pour les jardins familiaux. Il y a tout un travail qui va prendre plusieurs années et qui ne sera pas de trop. Et puis en termes qu'est-ce qu'il va y avoir aussi ? Oui, en termes de transport, il reste le point d'interrogation autour du SupraWays. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un projet de cabine aérienne, de transport du futur, on en a beaucoup parlé. Il y a un point d'interrogation, on n'en parle plus trop. Est-ce que ce projet a été mis au placard ? À voir dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis il y aura les finances pour réaliser tout cela aussi. Avec la situation actuelle, il y aura forcément des arbitrages aussi qui vont avoir lieu. Et là, on parle des réalisations qui sont certes importantes, mais il y a aussi l'adhésion du public. Il faudra aussi motiver un petit peu les Saint-Quentinois, les Yvelinois autour de ces Jeux Olympiques qui vont se dérouler juste à côté de chez eux. Il y a des rendez-vous qui étaient prévus déjà dès 2020. Il y avait une journée olympique qui devait se dérouler du côté du Vélodrome. 2021, elle pourrait peut-être se tenir au mois de juin, on le verra, mais là aussi ce sera important d'avoir le soutien de la population et d'avoir une certaine effervescence, comme ça avait été un petit peu le cas sur le golf aussi, avec la Ryder. Le golf sur la Ryder et aussi des arbitrages, Wilfried, vous le disiez, mais aussi sur des sites, parce qu'on parlait de l'île de loisirs qui pourrait accueillir une piste éphémère pour le BMX avec donc les épreuves de BMX. Finalement, il se pourrait, ça se discute en tout cas, que les épreuves de BMX se déroulent directement au stadium de BMX qui est juste à côté du Vélodrome. Ce qui posait problème, c'est le toit de ce stadium vis-à-vis de la retransmission télévisée. Et donc il y a des discussions qui sont en cours pour permettre qu'on puisse tenir ces épreuves sur ce stadium de BMX.
Le club de la presse se poursuit. Dernière séquence à présent, toujours sur TV78, sur Radio Sensation, et puis avec nos partenaires de 78actu.fr, et Radio Marmite et les nouvelles également. Séquence bientôt à la une. Nous avons vu les dossiers importants pour 2021 à suivre, mais de quoi parleront vos médias locaux dans les prochains jours? Grégory, on va débuter avec vous. On reste dans le domaine sportif. TV78 va consacrer une large page au sport féminin. Oui, car la semaine prochaine, c'est l'opération Sport Féminin toujours. C'est initié par le CSA et le ministère des Sports. Alors cette opération, elle se déroule du 17 au 24 janvier. Son objectif, bien sûr, promouvoir le sport féminin sur les antennes et les ondes des médias français. Et TV78 a décidé de se mobiliser en proposant la semaine prochaine un Si on parlait sport spécial. Si on parlait sport, c'est cette émission de talk que vous retrouvez 2 fois par mois sur TV78, à laquelle j'ai le plaisir de participer régulièrement en tant que chroniqueur. Cette fois-ci, Mickaël Elmidoro et Patrice Carmouze auront des invités exceptionnels avec eux. Déborah Lassource, elle est joueuse du Paris 92, c'est un club de handball, actuel 4e de la D1 féminine. Claire Arnoux, que vous avez peut-être déjà vue sur beIN Sport, elle est journaliste sur cette chaîne, elle est présentatrice de l'émission Salon VIP. Il y aura également Nathalie Sona, qui est membre du CSA, et puis Marie-Françoise Portereau, vice-présidente du plan de féminisation à la Fédération française de cyclisme. Les thématiques au cours de cette émission, l'image, les moyens ou encore la visibilité qui sont donnés aujourd'hui au sport féminin. Et c'est donc la semaine prochaine sur TV78, tout comme l'essentiel de l'actualité locale que vous retrouvez bien sûr au cours de nos journaux de la rédaction. La semaine prochaine, plus précisément, ce sera le mercredi. Si vous avez le jour précis. J'ai plus le jour précis, je vais vous le donner dans un instant. C'est juste pour préciser que cette émission, bien sûr, se déroule sur l'antenne, mais est aussi en replay sur notre site internet, si vous suivez ce club de la presse avec un léger différé ou avec un petit décalage. Voilà. Je vous laisse retrouver la date si vous avez le temps. Mercredi, bon, sera 18-19, ça sera le mercredi, donc 20 janvier à 20h sur TV78. Voilà, merci. Et merci également aux autres journalistes de ne pas nous avoir aidés sur cette date et d'avoir laissé ce grand moment de solitude s'installer. Alexandre, de votre côté, ce sera le corridor écologique de Coignères sur lequel vous allez revenir. Oui, parce que Coignères, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas qu'une grande zone commerciale avec des centaines de commerces. C'est aussi des terres agricoles. Et donc, la ville tente de préserver ces terres agricoles, justement. Elle a acquis plusieurs parcelles en vue de réaliser des projets agricoles dans les mois et les années à venir. Il y a des appels à projets qui vont être lancés afin de faire venir des agriculteurs, des maraîchers, de cultiver des fruits et légumes bio et de rendre à donc ces terrains leur vocation agricole. Et dans ce même état d'esprit, la ville a acquis aussi 6 parcelles dans la zone d'activité de Paris-Ouest. Le but, c'est d'éviter l'urbanisation et de tenter de préserver une sorte de, comment on pourrait dire, une coulée verte, une sorte donc de corridor écologique dans cette zone où des promoteurs ou des entreprises étaient intéressés pour réaliser notamment des parkings. Il y a de plus en plus de communes qui, là, au cours de ce mandat, on va le voir, se mettent clairement au vert, poussées écologistes ou pas. En tout cas, et voilà, il y a beaucoup de zones préservées de plus en plus. C'était aussi une attente des électeurs. En attendant de lire ce sujet prochainement, les nouvelles sont en kiosque pour la mi-janvier avec le maire de Versailles à la une. Il évoque, lui, ses projets 2021. Vous découvrez cette une. On quitte les Yvelines avec Radio Sensation. On va parler d'Europe. Votre média, Nicolas, est partenaire de la semaine franco-allemande. Oui, alors on va organiser plutôt 2 semaines sur l'amitié franco-allemande à partir du lundi 18. Moi, j'ai la bonne date cette fois-ci, contrairement à vous. Et c'est dans le cadre de la journée franco-allemande qui est le 22 janvier. Donc, c'est 2 semaines spéciales sur l'antenne pour mettre à l'honneur cette amitié qu'on le sait si particulière. Il y aura des interviews, reportages, témoignages d'eurodéputés, députés, aussi de chefs cuisiniers qui cuisinent des plats français et allemands dans des restaurants parisiens notamment. Et ça permettra d'en savoir plus sur cette amitié franco-allemande si importante, que ce soit d'un point de vue institutionnel et politique, mais aussi d'un point de vue historique, culinaire, culturel aussi, puisqu'il y a beaucoup d'échanges qui se font aujourd'hui. Donc c'est à partir du lundi 18, tous les jours à l'antenne de Radio Sensation, des pastilles spéciales sur le sujet. C'est en partenariat avec le Fonds citoyen franco-allemand, et il y aura un week-end spécial les 30 et 31 janvier, où là c'est toute la journée qu'on parlera de cette amitié franco-allemande. Et je crois qu'on a un extrait à voir et à écouter d'ailleurs à ce propos.
pourquoi ici Strasbourg? Pourquoi les institutions, une partie des institutions européennes se trouve à Strasbourg? Je crois à nouveau, il y a une raison historique. Je crois que les relations entre la France et l'Allemagne ont été toujours marquées par la turbulence et même la violence dans le passé. Et je crois que c'était symbolique, c'était un choix symbolique très important en 1949 de créer cette première institution européenne ici à Strasbourg, à la frontière entre les deux pays, à la frontière où il y avait des milliers, des millions de jeunes gens qui ont perdu la vie dans les siècles précédents et qui maintenant représentent ce symbole de cette coopération entre la France et l'Allemagne, mais avec eux aussi, avec d'autres pays européens. Voici un extrait d'une des séquences à découvrir à l'antenne de Radio Sensation. Et vous l'avez dit, à partir du 18. Voilà, on a bien retenu la date. Voilà. Merci Nicolas. Nouradine, de votre côté, c'est la vaccination dont il sera question sur l'antenne de Marmite, sur Radio Marmite 88.4. Vous allez revenir sur cette réticence du public, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle aussi, à se faire vacciner. Juste avant de vous laisser la parole, écoutez d'ailleurs sur cette réticence à la vaccination, le docteur Olivier Pajot, il intervenait il y a quelques jours, sur notre antenne de TV 78. Il y a des personnes qui se posent des questions et je crois que dans la stratégie vaccinale globale, ce sur quoi il faut insister, c'est évidemment les sujets techniques, l'organisation pratique, mais probablement aussi l'information. Prendre le temps d'expliquer aux gens les deux questions qui reviennent le plus souvent et qui inquiètent, et y compris des soignants, c'est comment a-t-on pu fabriquer un vaccin en une année seulement, moins même qu'une année, et qu'est-ce que c'est que ce nouveau vaccin ARN dont on ne sait pas grand-chose? Alors les réponses, on peut les donner là, elles sont assez simples, hein, quand tous les laboratoires de recherche du monde travaillent en même temps sur un sujet, un vaccin est développé en moins d'un an plutôt qu'en quelques années. Ça, c'est la première réponse. Et puis le vaccin ARN, en réalité, ça fait une dizaine d'années que c'est connu et c'est même éprouvé, mais dans d'autres indications qui sont la cancérologie. Donc les réponses, on les a, mais ce temps de l'explication, de la pédagogie que l'on doit faire, et y compris auprès des soignants, il est absolument fondamental et il doit absolument être intégré dans la stratégie de communication. Le docteur Olivier Pajot qui intervenait dans le 7-8 Société consacré à la vaccination sur TV 78. Et donc sur Radio Marmite, vous allez revenir sur cette réticence et essayer de comprendre, j'imagine aussi un petit peu pourquoi. Oui, effectivement, Wilfried, c'est vrai que les chiffres des différents sondages qui ont pu être faits sur les personnes qui souhaitaient ou non se faire vacciner en France étaient assez inquiétants, même si ça remonte là, ces derniers temps, parce qu'on était à moins de 50% de Français qui se disaient qui disaient être prêts à se faire vacciner. Là, on est remonté à 54% de personnes qui seraient favorables à la vaccination. Du coup, on aura l'occasion de répondre justement à toutes les questions que les auditrices, les auditeurs peuvent se poser sur le vaccin, avec même des questions originales. Hein. Par exemple, est-ce que si on est en période d'incubation du Covid, est-ce qu'on peut, oui ou non, se faire vacciner? Qu'en est-il des femmes enceintes, par exemple? Est-ce qu'elles peuvent se faire vacciner? Voilà, toute une sorte de questions aussi que les gens se posent sur le côté pratique, mais également répondre au côté un peu plus scientifique sur comment fonctionne un vaccin, qu'est-ce qu'un vaccin ARN, pour essayer d'éclairer un petit peu le public sur ces questions. Et on le voit, il y a aussi un couac de communication, hein, c'est compliqué d'informer aussi autour de tout ça. On incite les gens à aller se faire vacciner, on leur demande de prendre rendez-vous sur une plateforme aussi, hein, je pense aux plus de 75 ans, puisqu'on est mi-janvier et que c'était les personnes qui étaient aussi concernées. La plateforme ne fonctionnait pas au moment du lancement, on a expliqué qu'il y avait assez de vaccins et qu'il en arrivait beaucoup, et puis après, on a expliqué que le nombre de vaccins pour les soignants était réduit pour laisser de la place aussi aux autres. Voilà, donc il y a beaucoup d'interrogations, il faut lever ce voile-là et ce sera en partie fait sur l'antenne donc de Marmite dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir participé à ce club de la presse. Merci Nouradine, Alexandre, Nicolas, merci Grégory également. Le club de la presse, le premier pour cette année 2021 se termine. On se retrouve le mois prochain sur TV 78, Radio Sensation, toujours avec Marmite FM et puis 78actu.fr, les nouvelles. À bientôt.